Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue. Je suis Olivia Marion, responsable communication à l'association OETH. Je suis accompagnée d'intervenants de l'AGFIP et de l'association OETH que je vais vous présenter dans quelques secondes. Nous sommes ravis de vous accueillir sur ce webinaire au cours duquel nous allons vous présenter plus largement les modalités du conventionnement entre l'AGFIP et l'association ETH dont vous avez entendu parler récemment. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, quelques petits détails techniques. Le replay de ce webinaire vous sera adressé par mail et disponible dans le centre de ressources oeth.org. N'hésitez pas à le partager une fois que vous l'avez. Et si jamais nous allons répondre à toutes vos questions pendant le webinaire, je vous invite à les poser dans la petite boîte à questions Q et R. Et vous avez un onglet qui s'appelle discussion ou chat. Ça, c'est plutôt réservé à des petites réactions. Toutes les questions qui ne seront pas répondues, on y répondra via une FAQ. N'ayez crainte s'il n'y a pas de réponse aujourd'hui. Et nous sommes accompagnés de Geneviève et de Léa qui répondront à certaines questions le cas échéant, surtout si elles concernent des situations bien particulières ou des points techniques. Alors, pour vous éclairer sur le sujet de ce partenariat, nous avons aujourd'hui avec nous Carole Besson et Catherine Pommier, qui sont chargées de mission au sein de la direction de la mobilisation du monde économique et social de la GFIP. On va être rejoint par Peggy Montero, qui est adjointe de direction. Et on a l'équipe de direction de l'association ETH, Marie Masse et Pierre-Marie Lasblé. Alors, c'est avec vous, Pierre-Marie, qu'on va démarrer cette première partie avec une première question pour nous rappeler un petit peu le contexte de cette convention. Est-ce que vous pouvez nous rappeler dans quel contexte il intervient? Oui, merci Olivia. Puis d'abord, je voudrais saluer tous les participantes et les participants qui sont là aujourd'hui. On voit bien qu'il y a beaucoup de questions et puis aussi particulièrement remercier nos collègues de la GFIP qui font webinaire commun avec nous. Je crois que c'est important. L'annonce de cette convention, elle est récente. Ça fait quelques jours à peine qu'on sait qu'on s'achemine vers cette convention et donc c'était très important pour nous de communiquer rapidement. Il y a un certain nombre de questions assez nombreuses qui nous sont parvenues. Qu'est-ce qui va se passer en 2026? D'inquiétude parfois. Et donc pour nous, c'était très important, avant la trêve des confiseurs, qu'on puisse avoir ce temps de communication. Pour autant, on vient de se mettre d'accord. Tous les détails, notamment en termes d'organisation, ne sont pas fixés. Donc, évidemment, vous serez indulgentes et indulgents, chers spectateurs de ce webinaire, sur le fait qu'on ne peut pas encore répondre de façon exhaustive à toutes les questions. Alors, pour autant, en effet, on peut repréciser le contexte, et en particulier la loi du 5 septembre 2018, la loi dite Avenir professionnel, qui a sonné le glas de l'éternité des accords handicap agréés. Accords handicap dont vous saviez que depuis 1987 et la création de l'obligation d'emploi, on pouvait signer des accords handicap d'entreprise ou de branche et qu'ils pouvaient être agréés indéfiniment. La loi du 5 septembre 2018 a limité à deux accords agréés la possibilité pour les entreprises et les branches. Ça veut dire donc que à la fin de l'année, l'accord de branche ne peut plus être agréé. Et donc, concrètement, ça veut dire quoi ne plus être agréé? Ça veut dire qu'on ne peut plus collecter la contribution qu'on mutualisait pour mettre en œuvre la politique handicap de la branche. Et donc, c'est dans ce contexte-là qu'il était important de se projeter sur un autre cadre autour de cette politique handicap de branche. Merci beaucoup. D'ailleurs, vous parlez de politique handicap de branche. Ça fait déjà plus de 35 ans que OTH la porte. Qu'en est-il de l'avenir de cette politique dans ce contexte? Ben oui, vous avez raison, ça fait 35 ans. On va fêter en 2026 les 35 ans non seulement de l'association OETH, mais aussi de l'accord handicap. Et j'ai dit tout à l'heure, fin des accords agréés, c'est fin de l'agrément. Il faut que ce soit bien clair.
rien ne nous interdit de continuer au niveau de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale associative, d'avoir du dialogue social autour du handicap au travail qui peut passer par un accord. Simplement, cet accord, il est plus agréé. Et il n'y a en effet aucune raison que cette dynamique de branche qui a 35 ans, elle s'arrête. D'abord parce qu'elle a produit des résultats. 35 ans après, ça fait quasiment 6 ans qu'on a atteint le taux d'emploi de 6% et qu'on redescend pas sous cette barre des 6%. En 6 ans, les entreprises, établissements et services du secteur qui font appel à nos dispositifs ont été multipliés par deux. Je crois qu'on a mis en œuvre beaucoup d'actions qui ont montré qu'elles rencontraient un public et surtout qu'elles produisaient des effets. Et je crois surtout que le point de départ de cette politique handicap de branche, c'est une conviction portée par les partenaires sociaux et qu'ils ont réaffirmé encore en 2025, qui est celle que le secteur a des spécificités et que si on veut que la politique handicap s'ancre dans les pratiques ressources humaines des associations, des établissements et services du secteur, il faut qu'elle soit connectée à leurs enjeux. Ces particularités, on les connaît, c'est des emplois qui sont souvent adossés à des certifications, c'est des difficultés de recrutement, c'est aussi une sinistralité importante, un déficit d'attractivité, c'est aussi des organisations qui sont très particulières, très décentralisées, avec des contraintes réglementaires, budgétaires. Toutes ces particularités du secteur, elle nécessite qu'on pense plus particulièrement des outils, des démarches qui soient adaptées et donc elle nécessite qu'il y ait une approche sectorielle autour de cette question du handicap au travail, qui fasse des liens plus largement, notamment avec cette question de la prévention qui est beaucoup débattue aujourd'hui dans la branche, et donc de pouvoir avoir une approche vraiment globale et sectorielle de ces sujets. Voilà pourquoi il n'y a aucune raison que ça s'arrête, une politique handicap de branche. Et Peggy qui nous a rejoint. Bonjour à vous, Peggy. Bonjour à tous. Ce projet pour la GFIP, ça s'inscrit dans une évolution de ces modes de coopération. Il y a un enjeu à explorer des modalités de travail avec les branches professionnelles. Est-ce que vous pouvez nous en parler et nous raconter un peu comment ce travail se poursuit avec elles? Oui, merci. Alors tout d'abord, pardonnez mon petit retard. L'idée, pour répondre à votre question et s'inscrire dans la continuité de ce que vient de dire Pierre-Marie, c'était pour la GFIP de reconnaître en premier lieu l'expertise en fait sectorielle de OTH et le savoir-faire de proximité que vous avez développé sur ces 35 dernières années. L'idée, c'est également de s'inscrire dans une orientation qui vise à expérimenter. Donc, on se laisse du temps pour lancer des nouveaux modes de coopération et d'intervention aussi, pour apprendre ensemble, capitaliser sur ce qui fonctionne très bien aussi chez vous, mieux adapter nos réponses par rapport aux besoins et aux réalités des secteurs. C'est vraiment ça l'enjeu. Et tout en restant, en tout cas pour la GFIP, pleinement inscrit dans le cadre de nos missions qui nous ont été confiés par l'État. Voilà. Alors, vous avez évoqué très rapidement une durée de ce conventionnement. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Alors, effectivement, on part sur une expérimentation qui va durer 3 ans. Alors, ça veut dire quoi? Qu'au bout de 3 ans, on arrête tout? C'est absolument pas l'objectif. L'idée, c'est d'innover, c'est d'expérimenter et donc de tester, d'évaluer pour pouvoir après pérenniser et s'aimer si c'est concluant. Donc, l'idée, c'est pas de préjuger que tout ou rien ne sera pérennisé à l'issue de cette période d'expérimentation. On sait qu'une expérimentation, ça vise à tester des modalités nouvelles. Là, c'est ce à quoi on va s'attarder, c'est vraiment de mesurer durant toute la durée de cette convention, donc sur les 3 ans, des indicateurs précis et on lancera une évaluation bien avant la fin des 3 ans, à peu près au bout de 18 mois très probablement, pour se donner le temps et voir ce qui a fonctionné, ce qui va mériter d'être ajusté, ce qui pourra éventuellement être prolongé ou développé. Et l'idée aujourd'hui, c'est vraiment de s'inscrire dans une démarche qui soit innovante, d'apprentissage aussi, et non pas un dispositif qui vise à s'interrompre par principe, pardon, au bout de 3 ans.
Merci beaucoup. Donc, on va découvrir un peu concrètement avec toi, Marie, comment ça se passe pour les services OETH et quels seront les services qui sont disponibles à OETH en 2026. Euh, Est-ce que je projette la slide pour évoquer ce point tout de suite? Ouais, merci Olivia. Ben, bonjour à toutes et à tous. Oui, ce qui était important pour nous de vous dire aujourd'hui, c'est que quand même la grande partie des services de tâches en fait demeurera inchangée. Donc en fait, vous allez pouvoir le voir à travers la slide qui va vous être projetée. Sinon, c'est déjà accessible sur le centre de ressources OETH. Il y a la plaquette d'offres de services qui a été mise à jour pour 2026. Donc, en dehors des aides financières donc, qui sont réattribuées donc, à la gestion du côté de la GFIP, nous, sur notre offre, on va garder notamment ben, tous les dispositifs spécifiques et innovants qui ont été développés pour le secteur donc, ces dernières années, que ce soit Oasis Handicap, donc favoriser les recrutements autour d'Oasis, que ce soit Objectif Parcours Pro, donc l'accompagnement des trajectoires professionnelles, et puis en lien aussi à ça, les reconversions, l'instruction pour les demandes de financement de reconversion professionnelle en partenariat donc avec l'OPCO Santé. Le nouveau service aussi de cette année, EO Santé, qui est notre plateforme d'échange avec les patients partenaires, mais pas que, toute la série de webinaires donc, qui va être associée. Donc, on a les dispositifs spécifiques donc, aux besoins du secteur. Et bien sûr, on a toute la volée, on va dire, tout ce qui est conseil qui reste également de proximité au quotidien avec vous, que ce soit à travers le conseil individuel, donc sur les situations individuelles, vous orienter vers les bons dispositifs, les bons interlocuteurs, comprendre vos problématiques que vous avez autour du maintien en emploi, orienter vers Objectif Parcours Pro, par exemple, mais aussi l'accompagnement des démarches santé et handicap qui se coordonnent, qui s'articulera, donc on va dire avec la GFIP, mais qui reste donc dans l'accompagnement de proximité d'OETH. On va également continuer à former les équipes handicap, puisqu'on a une activité formation donc à OTH. On va continuer à produire et à des ressources et donc vous les mettre à disposition. Et puis à soutenir également toutes les innovations donc, du secteur que ce soit portées par les employeurs du secteur ou les innovations portées par des entrepreneurs visant à favoriser tout ce qui est l'emploi des personnes en situation de handicap dans le secteur. Ce qu'il ne faut pas oublier aussi à travers ça, c'est que les relations avec les partenaires en fait restent inchangées. Donc, au même titre qu'aujourd'hui, on est en interlocution donc avec le réseau des Cap Emploi, donc KEOPS, avec l'OPCO Santé, avec France Travail. Donc, cet écosystème, en fait, va pas évoluer. Alors, qu'est-ce qui change en fait, Pierre-Marie, sur cette offre de service? Oui, parce qu'on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de changement, sinon on ne ferait pas ce webinaire aujourd'hui. Donc évidemment, évidemment, il y a des choses qui changent. D'abord, je crois que c'est quand même important, je dirais pas philosophiquement, mais c'est quand même important de dire OETH rejoint le droit commun. C'est important de le dire parce que ça a du sens. Le droit commun, la loi, elle institue qu'il y a un fonds pour les entreprises privées qui gère l'obligation d'emploi et qui est la référence dans le domaine des politiques inclusives pour les entreprises. Et ce fonds, il est géré par la GFIP. Voilà, ça, je crois que c'est important de le dire. Donc, rejoindre le droit commun, c'est bien s'inscrire dans le cadre d'une politique handicap globale qui est portée, animée par la GFIP, qui est le chef de file. Donc déjà, je pense que c'est pas OTH, c'est pas un village gaulois. Enfin, on s'inscrit bien dans une politique globale et on va s'articuler, c'est-à-dire qu'on va travailler ensemble. Cette convention, elle dit aussi qu'on va travailler ensemble. En fait, on est au début de ce travail ensemble. Mais ça a beaucoup d'intérêt parce que enfin, je voudrais quand même revenir un tout petit peu en arrière. En 2020, dans l'accord handicap, l'avant-dernier accord handicap, on dit dans le préambule que OETH a vocation à développer tout ce qui est spécifique au secteur. Et l'accord précise ce qui n'est pas spécifique au secteur, parce qu'il y a des points quand même qui ne sont pas spécifiques au secteur, alors ça, on a vocation à converger vers le droit commun. Donc dès 2020, on indique ça.
Alors, si je dis ça, c'est pas pour rien. Aujourd'hui, on est en train de recenser toutes les ressources qu'il y a dans le centre de ressources de la GFIP. Il y a plus de 1000 ressources, je n'ai plus le chiffre exact, mais ça se chiffre en milliers. Évidemment, sur ce millier de ressources, il y en a des tas qui sont intéressantes pour les établissements et services du secteur sanitaire et social. C'est pas parce qu'il n'y a pas écrit dessus sanitaire et social que c'est pas intéressant. Et donc, l'enjeu de ce partenariat, c'est vraiment de faire gagner aussi en qualité l'accompagnement, c'est-à-dire de pouvoir aussi proposer davantage de ressources qui ont été conçues pour tous les secteurs, mais qui sont aussi intéressantes pour notre secteur. Enfin, je prends l'exemple du centre de ressources, mais il y en a d'autres. Donc, en fait, on s'inscrit aussi dans un partenariat qui va nous permettre d'explorer ces voies des mutualisations, des complémentarités. Et donc, on va, dans les années qui viennent, s'atteler à travailler à cette articulation maligne, c'est-à-dire de dire, nous, on va évidemment se développer là où on est bon, mais on va aussi pouvoir s'appuyer sur la force du réseau de la GFIP, sur de l'expertise de la GFIP, et c'est, je crois, tout l'enjeu de ce partenariat. Alors, qu'est-ce qui change de façon très très concrète? Eh ben, Marie l'a évoqué à l'instant, c'est la gestion des aides financières. Ça, c'est un point très important parce que c'est évidemment souvent le point d'entrée pour les établissements et services du secteur, c'est d'aller solliciter des aides financières pour le maintien au poste ou le recrutement d'un salarié, et c'est d'aller en effet pouvoir compenser le handicap de ce salarié par des aides financières. Et donc là, en effet, à partir du 1er janvier 2026, le recours aux aides financières va se faire directement à la GFIP parce que la GFIP reprend ce volet de l'instruction et de l'octroi de demandes financières. C'est important. Alors, ça va faire une évolution, hein, évidemment, pour les entreprises qui avaient des habitudes jusque-là. Mais Carole est avec nous pour nous évoquer les évolutions sur comment ça va se passer. Est-ce que vous pouvez nous Avec raconter un petit plaisir. Avec plaisir, mais peut-être avant d'aller dans le détail, je crois que c'est important de revenir sur un point que Marie a souligné et qui est vraiment la volonté qui est la nôtre de s'inscrire dans la continuité de tout ce que OTH a mis en place depuis plus de 35 ans. Et le point important, c'est que OETH et ses équipes gardent bien leur rôle d'accompagnement de proximité et reste aux côtés des entreprises pour les informer, pour les conseiller, les guider, les orienter et avoir comme par le passé, ce rôle d'appui dans toute leur démarche. Ça change pas. En revanche, effectivement, à horizon 2026, il y aura deux évolutions. La première évolution, Pierre-Marie l'a évoqué, elle concerne la manière de déposer les demandes d'aide. Concrètement, demain, quand une entreprise aura besoin d'une aide, c'est plus OETH qui va s'occuper du dossier pour elle, c'est l'entreprise ou son salarié qui devra faire la demande directement auprès de la GFIP. Alors pourquoi ce changement? Parce que, ça a été dit, la loi a confié à la GFIP la responsabilité de redistribuer la collecte des entreprises, mission, eh bien, qu'on exerce notamment à travers la gestion et l'attribution des aides financières et des services. Concrètement, ces aides et ces services, ils sont demandés aujourd'hui directement par les entreprises, directement par les salariés ou par les organismes de formation auxquels on s'adresse également. Ça veut dire que désormais, ce sera l'entreprise ou son salarié qui déposera la demande directement auprès de la GFIP et non plus au ETH pour son compte. Mais ma collègue Catherine va vous expliquer juste après comment ça se passe. Ces aides et ces services, aujourd'hui, ils sont regroupés dans un catalogue national qui s'appelle Methodia. Methodia, c'est le guide de référence pour toutes les entreprises. On y trouve dans le détail toutes les aides et les services que la GFIP propose, avec notamment à qui on s'adresse, quand est-ce qu'on les mobilise, les conditions pour en bénéficier, les pièces qu'il va falloir fournir et toutes les étapes cadencées à suivre. C'est ce catalogue Methodia que les entreprises vont désormais prendre comme référence
et plus le catalogue d'aide OETH. Ça, c'est la deuxième évolution, mais toujours évidemment avec l'appui d'OETH et de ses équipes qui restent à leur côté pour les guider, pour les orienter vers l'aide la plus adaptée et les accompagner, bien évidemment, dans cette transition. Merci beaucoup. Pierre-Marie, on voit bien qu'il va y avoir des évolutions quand on évoque ce catalogue d'aide. Ça va peut-être faire quelques changements qui sont à noter. Est-ce que vous pouvez nous les rappeler? Oui, il va y avoir des changements. On ne va pas rentrer dans tous les détails des changements. Je voudrais rappeler, j'évoquais tout à l'heure l'accord de 2020 qui avait posé déjà la question de la convergence. C'est vrai que ça ne va pas non plus déboussoler les établissements et services du secteur, surtout parce que dès 2020, on a été dans une trajectoire de convergence vers notamment les plafonds de prise en charge des aides à GFIP, ou en tout cas, les partenaires sociaux de AOTH ont vraiment fait l'effort d'adopter des standards proches de ceux de la GFIP sur la prise en compte des aides. L'idée étant de la continuité des parcours, l'idée étant de dire il n'y a pas de raison qu'un salarié ait un mode de prise en charge dans une branche et puis après il change de branche, il a une toute autre façon d'être considéré. Donc il y a eu vraiment un travail depuis 2020 pour se rapprocher. Maintenant, il y avait des particularités et donc ces spécificités, eh bien, les établissements et services vont les mesurer en, à- en étant désormais autour du catalogue méthodial. Je pense il faut évoquer ce qui fâche ou ce qui va être compliqué, en tout cas. Alors, déjà, le premier point d'évolution, c'est qu'il y avait une prime, la prime salariée. Au TH, quand un salarié faisait valoir sa reconnaissance de qualité de travailleur handicapé à son employeur, l'employeur sollicitait une prime pour ce salarié. Cette prime, elle disparaît du catalogue. Donc c'était une prime historique. Ça a été pour nous, on l'a porté, défendu comme étant un élément pour favoriser le dialogue entre le salarié et son employeur. Cette prime disparaît, c'est une première évolution importante. Il y a une deuxième évolution qui est sensible et qui s'inscrit aussi dans un contexte plus général, c'est les aides à l'apprentissage. Dans notre secteur, l'apprentissage a, a historiquement eu des difficultés à se développer, notamment pour des considérations économiques de financement de ces postes en apprentissage. Et donc, on avait des aides de soutien aux apprentis en situation de handicap en complément des prises en charge de l'OPCO-Santé qui étaient sensiblement plus favorables que les aides qui sont aujourd'hui proposées en complément par la GFIP. Donc, sur ces deux points, bah, ça va piquer un peu. Voilà, mais je le répète, sur beaucoup d'autres aides, on est sur des plafonds et sur des convergences qui sont inscrites dans la durée quasiment depuis 6 ans sur beaucoup d'aides en tout cas. Merci beaucoup. Alors effectivement, l'idée, ce n'est pas de se former aujourd'hui à la demande d'une transmission d'aide, mais j'imagine quand même que nos spectateurs ont envie de savoir rapidement comment ça peut se passer. Catherine, est-ce que vous pouvez introduire cette notion de transmission des demandes, s'il vous plaît? Oui, merci et bonjour à toutes et tous. Alors, les demandes d'aide, on a parlé tout à l'heure d'un dépôt vers la GFIP. Comment ça se passe? Ben, les demandes d'aide en direction de la GFIP sont déposées sur une plateforme digitale qui s'appelle Digital. Et donc, en tant qu'employeur ou personne ou organisme de formation, on dépose sa demande avec un certain nombre de pièces requises et la demande est ensuite instruite en délégation régionale pour statuer sur la demande. Ça, c'est le premier point. Donc, une plateforme digitale pour une aide employeur qui s'appelle la reconnaissance de lourdeur du handicap. Ça se fait aussi de manière dématérialisée, mais sur une plateforme différente. Je ne rentre pas à ce stade dans les détails. Peut-être en revanche quelques principes qui sous-tendent la délivrance de nos aides et services. Donc bien sûr, notre offre de services s'adresse aux personnes en situation de handicap, donc qui sont bénéficiaires de l'obligation d'emploi, mais aussi aux personnes qui ont déposé une demande de reconnaissance
Et puis, bien sûr, les employeurs de droit privé ou assimilés de droit privé, et puis les travailleurs indépendants. La GFIP intervient en complémentarité des dispositions de droit commun. Ça veut dire que dans certaines situations, par exemple, l'aide au déplacement, qui est une aide à la personne, celle-ci devra au préalable avoir mobilisé une demande auprès de la MDPH pour ce qui est de la prestation de compensation du handicap, hein. Donc c'est important d'avoir cette notion de complémentarité avec le droit commun où la GFIP va intervenir ensuite après ce droit commun. Des aides de la GFIP qui ne sont pas accessibles de droit, hein, puisqu'il y a bien une instruction qui est opérée par la GFIP et qui découle, hein, de l'examen des pièces justificatives qui vont être déposées au moment de la demande. Certaines de nos aides ou de nos services appellent aussi parfois une expertise d'un tiers. Je pense par exemple à l'aide à l'accueil, à l'intégration et à l'évolution professionnelle, qui requiert donc une prescription de Cap Emploi, France Travail ou une mission locale. Vous avez déjà des pratiques avec Cap Emploi, et bien à cette occasion-là, finalement, vous continuerez à avoir ces pratiques puisque Cap Emploi peut faire cette prescription. Et puis, avoir en tête parmi nos principes fondamentaux, hein, qu'aujourd'hui, les aides de la GFIP peuvent être délivrées de façon rétroactive sans dépasser un délai de 6 mois. Et ça veut dire que vous pouvez déposer une facture à l'appui de votre demande d'aide et vous n'avez plus cette obligation de déposer un devis et d'attendre l'accord de la GFIP. Et puis, des aides qui sont cumulables avec des aides de l'AGFIP qui sont cumulables aussi avec les aides de droit commun. Euh, voilà, et quand il y a un objet identique, en revanche, elles ne peuvent pas être cumulées. Par exemple, une aide au tutorat ne pourra pas être cumulée avec une reconnaissance de lourdeur du handicap. Donc voilà pour un panorama, on va dire, des principes fondamentaux de l'offre de la GFIP. Merci beaucoup. On l'a entendu, hein, déjà de la part des intervenants. On voit bien que l'association OTH va avoir un rôle de proximité, mais qui n'intervient plus ou différemment sur le sujet, notamment de ces instructions d'aide financière. Marie, est-ce que tu peux nous recontextualiser bien pour que nos spectateurs comprennent bien l'accompagnement, cet accompagnement de proximité? Oui, avec plaisir. Donc, en effet, tu l'as bien dit, on l'a bien entendu, OETH n'a plus un rôle d'instruction, mais et reste, comme Carole l'a annoncé et l'a dit tout à l'heure et qu'on l'a vu dans l'offre de service, on a toujours un rôle de conseil et de proximité au quotidien. Donc ça change pas et l'équipe ne change pas. Donc vous en tant qu'employeur, vous avez toujours les mêmes interlocuteurs. Vous pouvez toujours appeler le même numéro de téléphone, poser une question sur notre plateforme, sur notre site internet. Notre équipe, notre permanence d'accueil se fera un plaisir de vous répondre. Nous rentrons en fait dans une nouvelle phase, on va dire, c'est-à-dire que les relations avec la GFIP, elles sont pas naissantes puisque on est dans une convergence depuis plusieurs années, mais néanmoins, c'est le début en fait d'un nouveau partenariat. Donc, on a aussi, nous, à opérationnaliser tout ça. Là, on était content de vous annoncer la suite et ce qu'allait devenir au ETH en 2026. Eh bien, nous, on se forme également, on va monter en compétences, mais l'idée, c'est d'être toujours en proximité et d'avoir un rôle aussi de facilitateur autour de ça. C'est-à-dire qu'en effet, l'instruction des demandes de financement va se faire en ligne. Il y a toutes les modalités qui ont été précisées donc, par Catherine, mais néanmoins, si dans cette phase de transition, on est là aussi pour faciliter, s'il y a des incompréhensions, s'il y a des questionnements, eh bien, on construit en tout cas les moyens avec la GFIP, avec toute la direction, bah, l'équipe avec Carole, avec Catherine et puis Peggy. En tout cas, on construit les moyens qui nous permettent en fait de répondre à toutes les situations, puisque en effet que c'est un changement, donc c'est un changement pour tout le monde, mais, euh, mais il se fait vraiment
avec une coopération très forte en tout cas. On va être très vigilant sur ces prochaines semaines, ces prochains mois, à être à votre écoute pour pouvoir faire en sorte que ce changement soit le plus facile possible pour tout le monde. J'ai Euh, envie de surenchérir. Vous avez raison, Marie, c'est-à-dire qu'on va être à votre écoute parce qu'on va essayer et on s'outille pour être capable de vous répondre de la façon la plus précise possible sur le catalogue le catalogue des aides de la GFIP, sur la façon d'instruire de la GFIP, sur l'accès à la plateforme. Donc on va vous répondre et on est en train déjà de nous professionnaliser pour être capable de vous répondre. Mais on va être aussi à votre écoute pour faire remonter, c'est-à-dire pour aussi, c'est ce que vous avez dit Marie, mais vraiment je pense que c'est important pour aussi être dans l'intermédiation et pouvoir, on a prévu évidemment des points réguliers avec les équipes de la GFIP pour faire remonter les questions qui vraisemblablement arriveront et pour essayer de les solutionner. C'est qu'encore une fois, on est en dynamique, tout n'est pas réglé, on l'a dit au tout début de ce webinaire, tout n'est pas réglé et tout ne sera pas réglé le 2 janvier au matin, mais pour trouver les meilleures solutions avec les équipes de la GFIP. Donc on sera là aussi pour ça, pour remonter les éventuelles difficultés que vous rencontrez et pour trouver avec nos partenaires de la GFIP les meilleures solutions pour que ce retour dans le droit commun soit indolore pour les établissements et services de la branche et j'irai même plus loin, peut-être soit aussi un levier d'action supplémentaire. Tout à Aujourd'hui, fait. on a un moyen de communication, notamment sur le site internet, avec une page, un formulaire de contact qui vous permet de poser des questions. En tant qu'adhérent, vous l'utilisez pas mal pour intervenir et nous poser des questions. Continuez d'utiliser ce même système, hein, donc allez sur la page contact et n'hésitez pas à nous poser toutes ces questions via ce formulaire. Nous les traiterons ainsi au niveau, à votre niveau en face à face. Et puis, peut-être comme ça, on pourra enrichir aussi cette FAQ au fur et à mesure avec vos questions. Donc, n'hésitez pas à continuer d'utiliser ce formulaire. Donc, on l'entend, Marie, hein, dans le discours, on sent qu'on est dans une période de transition. Comment ça va se passer? Est-ce qu'on peut approfondir ou élargir un petit peu ce point-là, s'il te plaît? Alors, sur cette phase de transition, en effet, on n'a pas attendu aujourd'hui pour mettre en place différentes actions, en fait. C'est-à-dire que déjà, vous avez reçu en principe des communications vous informant qu'il y a une fin des demandes de financement auprès d'OETH sur l'espace en ligne au 31/12. Donc, vous avez encore jusqu'au 31/12 pour formuler vos demandes de financement donc, sur l'espace en ligne OETH. Si vous n'avez pas encore d'accès à cet espace, je vous invite très rapidement quand même à nous mobiliser puisque à partir du 19 décembre, donc après-demain, en fait, on ne pourra plus gérer ces nouvelles demandes. Ce qu'il faut savoir, c'est que tout ce qui a été engagé sur l'accord et donc sur 2025, les engagements financiers sont respectés. C'est-à-dire qu'ETH aura toujours une activité de paiement des dossiers. Donc tout ce qu'on aura engagé, qui a été ouvert, pour lesquels vous avez obtenu un accord de financement, nous, on a une clôture en fait de ces financements qui est prévue donc à la fin du premier semestre 2026. Donc vous avez reçu, ou sinon vous pouvez déjà les consulter depuis votre espace adhérent, des nouvelles dates d'échéance. En tout cas, on a reprogrammé les dates d'échéance que vous pouvez avoir sur vos dossiers pour qu'elles correspondent justement à cette phase de clôture, que vous puissiez envoyer vos pièces justificatives et que nous puissions opérer donc les paiements et les remboursements en lien avec les frais que vous avez pu engager. Donc ça, c'est très important. Surtout si vous avez des questions, n'hésitez pas donc à nous les formuler. On sera bien sûr à votre écoute. Mais déjà, soyez bien rassurés, tout ce qui a été engagé par rapport à l'accord reste bien honoré. La condition, c'est bien sûr de formaliser et d'envoyer vos pièces justificatives. Ce qui est important également, c'est que OETH collecte aussi encore la DOTH, c'est-à-dire que sur l'année 2025, la collecte se fait en 2026. Donc vous aurez toujours si vous avez une contribution donc à verser, donc à la verser donc à OETH et l'équipe DOTH OETH est bien sûr à votre disposition pour répondre à toutes vos questions sur ces questions de collecte.
Il faut insister là-dessus, le dire, le faire savoir, parlez-en à vos amis, parce que c'est absolument contre-intuitif. C'est-à-dire qu'on est en train de vous expliquer depuis 36 minutes que l'agrément de l'accord prend fin et qu'on rentre dans le droit commun, etc. Oui, mais comme l'a dit Marie, l'accord il a été agréé sur 2023-2025 et que la collecte relative à 2025, en fait, elle s'opère en mai 2026. Donc en mai 2026, OETH opérera toujours la collecte. Donc c'est vraiment, je crois, très important vraiment que ce soit très clair là-dessus pour tout le monde, parce que peut-être que en effet, ça n'est pas évident dans une compréhension intuitive de ce nouveau cadre. Donc on va insister là-dessus, vous aurez des communications régulières, on enverra toujours des éléments au contact des OTH qu'on a. Si vos établissements et services ont s'appuie pour ces opérations-là sur un comptable. Je crois que c'est aussi très important que vous fassiez un comptable extérieur, je veux dire. C'est très important aussi que vous communiquiez cette information-là avec tout ce qui va bien autour, c'est-à-dire le numéro de référence de l'accord que vous devez intégrer dans la DSN au moment où vous faites votre déclaration. Donc là-dessus, on continue encore en 2026. Je crois que c'est très important de le dire et de le marteler. Merci beaucoup. Alors, on a eu quelques questions qui ont été traitées par Geneviève et Léa, parce elles sont sur des questions très très précises qui correspondent à certains établissements, donc on les traitera plutôt dans la FAQ. On a un petit peu de temps encore devant nous avant de peut-être en prendre une ou deux de questions. Est-ce que l'un d'entre vous, Marie, Pierre-Marie, Catherine, Carole, Peggy, vous avez envie de revenir sur un point en particulier? Si ou non, eh ben, avec plaisir, on peut passer aux questions. Je regarde ma petite boîte à questions, ce qu'il y a. C'est beaucoup de questions autour des aides financières. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment des questions qu'on va traiter au fur et à mesure dans une FAQ. Je vous invite à ouvrir la newsletter OTH comme vous faites et à bien regarder quand on va parler de certaines de ces aides et voir quand on va organiser un prochain webinaire pour aller vraiment dans ce détail des aides du guide Méthodia. Peut-être ce qu'on peut dire, Olivia, vous l'avez suggéré à l'instant, c'est que ce canal ouvert le 17 décembre 2025 n'est pas le seul. C'est-à-dire qu'on est appelé à se revoir, on est appelé à organiser à nouveau à mesure le partenariat se précisera, à mesure qu'on avancera dans la construction et dans l'opérationnalisation de ce cadre conventionnel, c'est-à-dire à partir du mois de janvier vraisemblablement. On ne vous laissera pas comme ça et qu'on organisera des temps qui seront beaucoup plus opérationnels et précis sur alors les aides du Méthodia, comment ça marche, pourquoi, comment, l'analyse par la GFIP de la stricte compensation du handicap, comment ça se comprend. Enfin, c'est-à-dire qu'on on va intégrer une série de rendez-vous communs avec la GFIP et OTH pour être capable de vous permettre d'intégrer ce nouveau cadre sans trop de stress, ce qu'on peut se souhaiter quand même pour l'année 2026. Tout à fait. Donc, je rappelle, oui, ce webinaire sera disponible en replay, évidemment, avec la FAQ à toutes les questions. N'hésitez pas à le transmettre également à des personnes parce qu'on est sur un format qui est assez court, donc qui se regarde facilement entre deux réunions. Je rappelle que oui, on va vous envoyer les liens pratiques et utiles pour aller sur la bonne page de la GFI pour effectuer vos demandes. On va vous envoyer le bon lien pour que vous puissiez trouver le tuto qui correspond à une demande d'aide financière. Tout ça, comme vous l'avez toujours eu avec nous, on va continuer à vous accompagner jusque-là, bien entendu. Donc, si vous avez un mot à chacun des intervenants, je m'adresse, si vous avez un mot pour clôturer ce webinaire, et ben c'est maintenant. Ben,
du côté de la GFIP, en tout cas, on avait à cœur d'être associé en fait à ce premier temps d'information. C'était un petit peu juste avant l'entrée en vigueur en fait de cette évolution réglementaire. Il y a encore beaucoup de choses à caler et c'est pour cette raison que nous reviendrons vers vous très prochainement sur le premier trimestre. Mais l'objectif, c'était vraiment de vous rassurer sur cette continuité de service, sur cette collaboration qui est en train de se mettre en place entre la GFIP et l'association OETH. Et surtout de vous dire que vous ne serez pas seul. C'est-à-dire que tant les équipes de OTH vont rester mobilisées à vos côtés, donc c'est votre interlocuteur privilégié, mais de notre côté, vous aurez également les délégations régionales, alors qui risquent certainement de vous réorienter vers OETH, hein, ça c'est le maître mot, mais pour autant qui vous aideront si vous êtes en difficulté pour déposer un dossier ou vous n'avez pas de nouvelles par rapport à Digital qui est notre outil. Voilà. Merci beaucoup, Peggy. Pierre-Marie, peut-être? Mais je crois que on l'a dit tout à l'heure, ça ne fait que commencer. En effet, on s'appuie sur une convention qui est presque signée et c'est pas du tout un aboutissement, c'est le commencement d'un travail. Ce travail, il vient pas il date pas d'hier non plus. Je crois que ça fait comme aussi plusieurs années qu'on a commencé à échanger, à partager sur nos offres de services. Enfin, je crois qu'en effet, ça fait 35 ans qu'on est accord agréé et pour autant, on vivait pas dans une bulle coupé du monde. Donc, je crois que la GFIP a toujours été pour nous un partenaire. Je crois que nous, on est quand même très heureux de continuer cette histoire avec les établissements et services du secteur, de la continuer pour euh, prendre en charge le mieux possible les spécificités de ces secteurs et de le faire aujourd'hui en complémentarité avec nos collègues de la GFIP. Et je pense que bah voilà, on sera content de revenir régulièrement, dresser le bilan ensemble et pouvoir se dire au bout d'un temps que ça marche ce système. Eh ben, merci beaucoup à chacun des intervenants pour cet éclaircissement. J'espère que de votre côté, chers participants et spectateurs, vous avez eu plus de réponses à vos questions concernant ce conventionnement. Et je vous rappelle qu'effectivement, on va continuer à vous informer très régulièrement, étape par étape, sur les modalités et l'opérationnalité. Donc, je vous remercie à tous d'être venus, à nos intervenants d'avoir organisé ce webinaire. Et du coup, je vous dis à tous à très très vite. Merci, au revoir. Merci.